Un signal discret vient d'être envoyé à travers le continent africain. Pas de conférence de presse. Pas de menace publique. Aucun discours officiel. Mais dans les cercles diplomatiques, quelque chose a changé. Au cours des dernières heures, un document interne des Nations Unies a commencé à circuler. Il ne s'agit pas d'un rapport destiné au public. Il n'a pas été annoncé. Il n'a pas été débattu. Pourtant, il est lu avec attention par des diplomates, des analystes sécuritaires et plusieurs chefs d'État africains. Car ce document ne parle pas de coopération. Il parle de positionnement, de contrôle et de stratégie menée loin des regards. Au centre de cette évaluation confidentielle se trouve l'Ouganda, non pas comme une victime, mais comme un acteur. Un acteur engagé dans une dynamique régionale qui dépasse largement ses frontières officielles. Le langage du rapport est mesuré, presque clinique. Mais le message est clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. Des mouvements militaires prolongés. Des accords économiques structurants. Des partenariats sécuritaires étroits avec des intérêts extérieurs. L'ensemble dessine une ambition régionale patiente, méthodique et profondément politique. Pendant longtemps, ce type de stratégie est resté invisible. Elle s'inscrivait dans ce que beaucoup appelaient la stabilité. Une stabilité construite sur l'équilibre entre pouvoir local et appuis internationaux. Mais aujourd'hui, cet équilibre est remis en question. Non pas par des slogans, mais par des actes. C'est dans ce contexte précis qu'Ibrahim Traoré entre en scène. Il n'a pas répondu par une déclaration publique. Il n'a pas convoqué les médias. Son message a circulé autrement. Lors d'échanges privés, de réunions restreintes, de conversations diplomatiques où chaque mot compte. Ce que Traoré a fait, selon plusieurs sources concordantes, ce n'est pas accuser. C'est signaler. Signaler qu'il voit les mouvements en cours. Signaler qu'il comprend la logique qui les sous-tend. Signaler surtout qu'il ne considère plus ces manœuvres comme lointaines ou théoriques. Car pour Traoré, il ne s'agit pas d'un débat abstrait sur l'influence régionale. Il s'agit d'un affrontement entre deux visions de l'Afrique. Une vision qui accepte l'ordre existant, ses compromis et ses dépendances. Et une autre qui cherche à le redéfinir, quitte à provoquer des résistances. Le document onusien n'accuse pas directement. Il n'utilise pas le mot conspiration. Il parle de tendance, de trajectoire, de risque potentiel. Mais pour un dirigeant comme Traoré, ces mots suffisent. Il confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà sans pouvoir le formuler clairement. Et c'est précisément pour cela que ce signal n'a pas été envoyé publiquement. Parce qu'il ne s'adressait pas aux foules. Il s'adressait aux décideurs. À ceux qui savent que, dans la politique africaine contemporaine, le silence n'est jamais neutre. Et qu'un message discret peut parfois avoir plus de poids qu'une menace ouverte. À partir de ce moment-là, une ligne invisible a été tracée. Et ceux qui l'ont perçu savent que ce qui se joue désormais ne concerne pas seulement l'Ouganda ou le Burkina Faso, mais la direction que l'Afrique est en train de prendre. Si le premier a posé le décor, le second révèle les mécanismes. Car un signal, aussi discret soit-il, n'est jamais envoyé sans raison. Et lorsqu'Ibrahim Traoré a choisi de ne pas parler publiquement, ce n'était pas par prudence. C'était par calcul. Il savait que ce qui se jouait ne relevait pas du spectacle politique, mais d'un affrontement structurel. Le document interne des Nations Unies ne décrit pas une crise ponctuelle. Il décrit une continuité. Une série de décisions prises sur plusieurs années,
cohérentes entre elles, orientées vers un même objectif, renforcer l'influence régionale de l'Ouganda tout en restant couvert par un langage de coopération et de stabilité. Ce type de stratégie n'est pas nouveau en Afrique. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle soit aujourd'hui mise en lumière à un moment où l'ordre établi est contesté. L'évaluation onusienne évoque des déploiements militaires prolongés hors des frontières nationales. Officiellement, ces opérations répondent à des impératifs sécuritaires. Elles sont présentées comme nécessaires à la lutte contre l'instabilité régionale. Mais le rapport note que ces présences deviennent durables, structurées, parfois permanentes. Elles s'accompagnent d'accords logistiques, de bases avancées et d'un contrôle accru de zones stratégiques, notamment riches en ressources naturelles. Sur le plan économique, le document fait état de contrats conclus avec des acteurs étrangers offrant un accès privilégié aux matières premières en échange de soutien sécuritaire et politique. Là encore, rien d'illégal. Rien d'ouvertement agressif. Mais mis bout à bout, ces éléments dessinent un modèle clair, un état pivot servant d'intermédiaire entre les intérêts extérieurs et l'espace africain, tout en consolidant sa propre position de pouvoir. Ce modèle a longtemps été toléré, parfois même encouragé. Il garantissait une certaine prévisibilité, une stabilité apparente. Mais cette stabilité reposait sur une condition implicite, que personne ne vienne remettre en cause le cadre général. Que les règles du jeu restent les mêmes. Que les dirigeants émergents s'insèrent dans les structures existantes au lieu de les défier. C'est précisément là que Traoré devient un problème. Depuis son arrivée au pouvoir, il a remis en question des arrangements considérés comme intouchables. Il a rompu avec des partenariats historiques. Il a dénoncé des dépendances économiques présentées depuis des décennies comme inévitables. Surtout, il a proposé autre chose. Une vision dans laquelle la souveraineté n'est pas négociable. Une vision qui parle directement à une jeunesse africaine lassée d'attendre les promesses de demain. Pour les tenants de l'ordre établi, cette approche est dangereuse. Non parce qu'elle est nécessairement violente, mais parce qu'elle est contagieuse. Le document onusien le suggère sans jamais le dire explicitement. Ce qui inquiète n'est pas un pays isolé, mais la possibilité qu'un modèle alternatif prenne racine et se diffuse. C'est dans ce contexte que certaines activités de surveillance et d'influence sont mentionnées. Le rapport évoque des coopérations entre services de renseignement, des échanges d'informations avec des partenaires internationaux, et des efforts coordonnés pour suivre de près les gouvernements perçus comme déviants. Là encore, les mots sont choisis avec soin. Mais l'intention transparaît. Il s'agit de contenir, de limiter, d'empêcher une rupture trop brutale. Traoré a compris ce message. Il a compris que ce qui se dessinait n'était pas une simple rivalité entre dirigeants, mais une ligne de fracture idéologique. D'un côté, une Afrique intégrée dans un système global où la souveraineté est conditionnelle. De l'autre, une Afrique qui cherche à redéfinir ses relations, quitte à provoquer des frictions. Son signal adressé à l'Ouganda s'inscrit dans cette lecture. Il ne s'agissait pas d'accuser publiquement. Il s'agissait d'indiquer qu'il n'était pas naïf. Qu'il ne croyait plus aux récits officiels présentés comme neutres. Et surtout, qu'il refusait d'être traité comme un acteur marginal dont on peut gérer l'influence en silence. Ce moment marque un tournant. Car lorsque dirigeants cessent d'accepter les règles implicites et forcent tous les autres à se positionner, les partenaires étrangers observent, les marchés réagissent, les institutions régionales hésitent, et les populations, elles, commencent à poser des questions qu'elles n'osaient pas formuler auparavant. Acte après acte, le conflit cesse d'être discret.
Il ne se traduit pas encore par des confrontations ouvertes, mais il se manifeste par des gestes, des absences, des silences lourds de sens. Le signal a été envoyé. Les documents ont circulé. Et désormais, chacun sait que le débat ne porte plus seulement sur la stabilité, mais sur le prix réel de cette stabilité. À partir de là, il n'est plus possible de faire comme avant. Et ce qui va suivre dépendra de la manière dont chaque acteur choisira de répondre à cette remise en cause profonde. À partir de ce point, la dynamique change de nature. Ce qui relevait jusque-là de signaux feutrés et de documents confidentiels commence à produire des effets visibles. Pas encore sous la forme d'une crise ouverte, mais par une accumulation de gestes, de décisions et de réactions qui traduisent une montée des tensions à l'échelle continentale. Sur le terrain sécuritaire, les indicateurs se multiplient. Des mouvements de troupes sont observés dans plusieurs zones sensibles d'Afrique centrale. Les chiffres varient selon les sources, mais la tendance est claire. La présence militaire ougandaise hors de ses frontières s'intensifie. Officiellement, il s'agit toujours de missions de stabilisation. Officieusement, ces déploiements sont interprétés comme une démonstration de capacité et de dissuasion. Un rappel silencieux que certains acteurs disposent encore d'un avantage opérationnel significatif. En parallèle, à l'ouest du continent, les États du Sahel accélèrent leur coordination. Des annonces d'exercices conjoints, des réunions sécuritaires renforcées et des déclarations de solidarité traduisent une volonté de présenter un front commun. Là aussi, le discours reste mesuré. On parle de coopération régionale, de lutte contre les menaces transfrontalières. Mais le calendrier et le contexte donnent à ces initiatives une portée politique évidente. Cette montée en puissance inquiète les marchés. Les investisseurs, toujours sensibles aux signaux de fragmentation, réagissent rapidement. Les places financières africaines connaissent une volatilité accrue. Certains projets sont mis en pause. Des capitaux se replient temporairement vers des zones jugées plus prévisibles. Rien d'alarmant à court terme, mais suffisamment pour rappeler que l'économie reste étroitement liée à la perception du risque politique. Les partenaires extérieurs, adoptent des postures contrastées. Certains attellent au dialogue et à la tenue, sans jamais nommer explicitement les responsables. D'autres se contentent de communiquer prudents, soulignant l'importance de la stabilité régionale et du respect des cadres existants. Derrière ces formules diplomatiques, une réalité s'impose. Personne ne souhaite voir un affrontement ouvert, mais beaucoup craignent qu'un changement de modèle ne leur échappe. Dans ce contexte, le silence de certains acteurs devient aussi significatif que la parole des autres. L'absence de prise de position claire révèle une attente stratégique. Observer. Évaluer. Voir jusqu'où ira la contestation de l'ordre établi. Car pour beaucoup, la question n'est pas de savoir qui a raison, mais qui tiendra dans la durée. C'est précisément là que la figure de Traoré prend une dimension nouvelle. Il n'apparaît plus seulement comme un dirigeant contestataire. Il devient un test, un indicateur de ce qui est possible ou non dans l'Afrique contemporaine. S'il échoue, le message sera limpide, toute tentative de rupture profonde sera contenue, marginalisée, voire neutralisée. S'il réussit, en revanche, les conséquences dépasseront largement son pays. Cette perspective alimente des débats intenses au sein des institutions africaines. Certains responsables reconnaissent en privé que les structures actuelles peinent à répondre aux aspirations populaires. D'autres redoutent qu'une remise en cause trop brutale entraîne une instabilité incontrôlable. Entre ces deux positions, peu de consensus. Beaucoup d'hésitation. Sur le plan social, les effets sont déjà perceptibles. Les discours circulent.
Les comparaisons se font dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans les marchés et les villages. La question revient sans cesse sous des formes différentes. Faut-il accepter un système imparfait mais prévisible, au risque inconnu pour redéfinir les règles du jeu? Cette interrogation traverse les générations, les classes sociales et les frontières. Acte après acte, la situation cesse d'être un simple épisode diplomatique. Elle devient un moment charnière. Un point de bascule potentiel. Non parce qu'une guerre serait imminente, mais parce que les certitudes d'hier ne tiennent plus. Les compromis tacites sont remis en cause. Les alliances sont réévaluées. Et chacun comprend que rester neutre devient de plus en plus difficile. Le signal initial, discret mais précis, a produit son effet. Il a forcé les acteurs à sortir de l'ambiguïté. Il a exposé les lignes de fracture. Et surtout, il a montré que l'Afrique entre dans une phase où les choix stratégiques ne pourront plus être différés indéfiniment. Ce qui se joue désormais dépasse les individus. Il s'agit de la trajectoire collective d'un continent confronté à ses propres contradictions. Stabilité contre transformation. Prudence contre affirmation. Continuité contre rupture. Les semaines à venir ne fourniront peut-être pas de réponse définitive. Mais elles indiqueront clairement quelle direction commence à s'imposer. Et une chose est certaine, une fois ceci franchi, il ne sera plus possible de revenir à l'état antérieur. À ce stade, le conflit cesse d'être interprété comme une série d'événements isolés. Il devient un révélateur. Un révélateur de la manière dont le pouvoir fonctionne réellement lorsqu'il se sent contesté. Car lorsque les signaux ne suffisent plus, les systèmes passent à une autre phase. Une phase moins visible, mais plus contraignante. Les pressions changent de forme. Elles ne s'expriment pas par des ultimatums publics, mais par des ajustements techniques. Des délais administratifs qui s'allongent. Des coopérations qui ralentissent. Des canaux de financement qui deviennent soudainement plus exigeants. Rien de spectaculaire. Mais suffisamment pour rappeler à certains dirigeants que la marge de manœuvre reste conditionnelle. Dans les coulisses, les discussions s'intensifient. Les partenaires traditionnels cherchent à comprendre jusqu'où ira la remise en cause. Non pas par inquiétude morale, mais par souci de prévisibilité. Les systèmes économiques et sécuritaires reposent sur des hypothèses de continuité. Toute rupture impose un recalcul. Et ce recalcul a un coût. C'est là que se dessine une fracture plus profonde. Car pour ceux qui ont longtemps bénéficié de l'ordre existant, l'idée même d'un changement de règle est perçue comme une menace. Non parce que le système serait parfait, mais parce qu'il est maîtrisé. Il offre des repères. Il permet d'anticiper. Il garantit une forme de contrôle. Remettre cela en question, c'est introduire une incertitude que beaucoup ne sont pas prêts à accepter. Face à cette résistance, la posture de Traoré devient centrale. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer. Il s'agit de tenir. De maintenir une ligne malgré les coups. Car le véritable test d'un projet politique ne se mesure pas à ses déclarations initiales, mais à sa capacité à résister lorsque les soutiens se font rares et que les contraintes se resserrent. Ce moment est souvent mal compris. On le décrit parfois comme de l'obstination ou de l'idéalisme. En réalité, il s'agit d'un calcul différent. Un calcul qui accepte des pertes à court terme pour modifier les équilibres à long terme. Un calcul risqué, car il repose sur une variable difficile à maîtriser, l'adhésion populaire durable. C'est précisément sur ce terrain que la situation évolue le plus rapidement. Les populations observent. Elles comparent.
Elles interprètent les réactions des uns et des autres. Elles notent qui parlent de stabilité sans jamais expliquer pour qui elle est conçue. Et qui acceptent la stabilité temporaire au nom d'une promesse de redéfinition collective. Cette observation nourrit une forme de politisation diffuse. Elle ne passe pas toujours par des partis ou des institutions formelles. Elle circule par les récits, les discussions quotidiennes, les réseaux informels. Elle transforme peu à peu la manière dont les citoyens perçoivent la légitimité. Non plus comme un héritage ou une reconnaissance extérieure, mais comme une capacité à défendre des intérêts perçus comme authentiquement nationaux. Pour les structures régionales, cette évolution est inconfortable. Elles sont prises entre deux impératifs contradictoires. Préserver la cohésion et éviter l'escalade, tout en répondant à des attentes populaires de plus en plus explicites. Chaque prise de position, chaque silence, chaque communiqué est scruté, interprété, parfois détourné. À mesure que cette tension s'installe, une réalité s'impose, et il n'existe plus de solution purement technique. Les ajustements économiques, les mécanismes sécuritaires, les cadres diplomatiques ne suffisent plus à contenir le débat. Celui-ci a changé de nature. Il est devenu politique au sens profond du terme. Il interroge le sens même des alliances, des compromis et des dépendances acceptées. C'est dans cette zone de friction que se joue l'avenir immédiat. Non dans une confrontation directe, mais dans une succession de décisions apparemment secondaires qui, mises bout à bout, dessineront une trajectoire. Continuer comme avant en espérant que la contestation s'essouffle. Ou accepter que le cadre hérité arrive à ses limites et qu'une redéfinition devient inévitable. Le signal initial, discret mais assumé, a donc atteint une profondeur inattendue. Il n'a pas seulement mis en lumière des agendas cachés. Il a forcé un dévoilement plus large. Celui des priorités réelles. Celui des lignes rouges implicites. Et surtout, celui du prix que chaque acteur est prêt à payer pour préserver ou transformer l'ordre existant. À ce stade, le retour en arrière devient improbable. Non parce qu'une décision formelle a été prise, mais parce que les perceptions ont changé. Et lorsque les perceptions évoluent, les structures suivent, souvent plus lentement, mais rarement sans conséquence. Ce qui se prépare désormais ne sera pas annoncé à l'avance. Il se manifestera par des choix répétés, cohérents, parfois silencieux. Et c'est dans l'accumulation de ces choix que se dessinera, progressivement, la forme de l'Afrique à venir. À mesure que la situation évolue, une évidence s'impose progressivement. Le débat ne peut plus être contenu dans le cadre d'une simple position entre dirigeants. Ce qui est en train de se produire relève d'un déplacement plus profond. Un déplacement des références, des attentes et des lignes de légitimité qui structuraient jusqu'ici la vie politique africaine. Les signaux envoyés, les documents qui ont circulé, les réactions mesurées ou silencieuses ont produit un effet cumulatif. Ils ont déplacé le centre de gravité du pouvoir symbolique. Là où, autrefois, l'approbation extérieure suffisait à consolider une position interne, elle devient aujourd'hui insuffisante. Là où la longévité au pouvoir était perçue comme une preuve de compétence, elle est désormais interrogée. Non frontalement, mais de manière persistante. Ce basculement est lent. Il ne se traduit pas par des ruptures immédiates. Il agit comme une pression continue. Une remise en cause diffuse qui oblige chaque acteur à justifier non seulement ses choix, mais le cadre même dans lequel ces choix sont faits. Et c'est précisément cette exigence nouvelle qui fragilise les architectures établies. Pour les États qui ont construit leur influence sur leur rôle d'intermédiaire, la situation devient inconfortable. Leur valeur reposait sur leur capacité à garantir un accès,
une stabilité, une continuité. Or, lorsque ces éléments sont contestés, leur position doit être redéfinie. Soit ils s'adaptent à un environnement où la souveraineté est davantage revendiquée. Soit ils tentent de préserver leur rôle en renforçant les mécanismes existants, au risque d'apparaître déconnectés des dynamiques populaires. C'est dans cet entre-deux que se multiplient les signaux contradictoires. Des discours qui appellent au dialogue tout en renforçant des dispositifs de contrôle. Des engagements affichés en faveur de la paix accompagnés de préparatifs sécuritaires discrets. Des promesses de réforme qui peinent à se traduire en actes concrets. Cette ambivalence alimente la méfiance. Et la méfiance, une fois installée, est difficile à dissiper. Pour Traoré, cette phase est déterminante. Car plus le temps passe, plus son initiative cesse d'être perçue comme une réaction ponctuelle. Elle devient un point de référence. Un prisme à travers lequel d'autres situations sont analysées. D'autres dirigeants sont comparés. D'autres trajectoires sont évaluées. Qu'il le veuille ou non, il incarne désormais une hypothèse politique. Cette hypothèse repose sur une idée simple, mais lourde de conséquences, celle selon laquelle les compromis hérités ne sont pas immuables, qu'ils peuvent être renégociés, qu'ils peuvent même être refusés, non pas dans un geste spectaculaire, mais par une accumulation de décisions cohérentes, assumées et alignées avec un récit politique clair. C'est précisément ce qui inquiète certains acteurs. Car une hypothèse, lorsqu'elle commence à être testée, échappe à ceux qui cherchaient à la contenir. Elle se diffuse. Elle inspire. Elle se transforme au contact d'autres réalités nationales. Et elle finit par produire des effets que personne ne contrôle entièrement. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'ordre existant est remis en cause. Il l'est déjà. La question porte désormais sur la forme que prendra ce nouvel équilibre. Sera-t-il le résultat d'ajustements progressifs, négociés, partiellement intégrés dans les structures actuelles? Ou émergera-t-il d'une série de ruptures successives, inégales, parfois conflictuelles? Les réponses ne sont pas encore visibles. Mais les lignes de force commencent à se dessiner. Une Afrique plus attentive à ses marges de décision, plus sensible au récit de souveraineté, plus exigeante vis-à-vis de ses dirigeants, quel que soit leur cas. Cette évolution ne garantit ni le succès ni la stabilité, mais elle modifie profondément les paramètres du jeu politique. Dans ce contexte, chaque geste compte. Chaque choix, même technique, est interprété politiquement. Chaque silence est scruté. Chaque alignement est questionné. Il devient de plus en plus difficile de se réfugier derrière l'inertie ou la routine diplomatique. Le moment exige des positions, même implicites. Le signal initial, presque imperceptible pour le grand public, a donc ouvert une séquence dont les effets s'étendront bien au-delà de l'épisode actuel. Il a révélé des tensions latentes. Il a mis en lumière des agendas longtemps dissimulés derrière le langage de la coopération. Et surtout, il a accéléré un processus de clarification. Ce processus n'est pas achevé. Il est en cours. Et comme souvent dans ces moments de transition, il produira des avancées et des reculs, des espoirs et des désillusions. Mais une chose apparaît désormais certaine, le cadre d'hier ne suffit plus à contenir les aspirations d'aujourd'hui. À partir de maintenant, chaque acteur devra composer avec cette réalité nouvelle. Et ceux qui tenteront de l'ignorer risquent de découvrir, trop tard, que le centre de décision s'est déjà déplacé. Ce qui se joue dans cette séquence politique dépasse largement les protagonistes visibles. Elle ne se résume ni à un échange de signaux entre deux dirigeants, ni à la circulation d'un document confidentiel.
Elle révèle une transformation plus profonde, plus lente, mais aussi plus décisive, la manière dont le pouvoir est désormais perçu, exercé et contesté sur le continent africain. La première leçon tient à la nature même du pouvoir contemporain. Longtemps, le pouvoir en Afrique se légitimait par des récits hérités, la libération nationale, la stabilité post-conflit, la reconnaissance internationale. Ces récits ont structuré les alliances, justifié les compromis et permis la reproduction de systèmes politiques durables. Mais ils reposaient sur une condition implicite, que les populations acceptent l'idée que l'ordre existant, même imparfait, était préférable à l'incertitude du changement. Ce consensus tacite est en train de se fissurer. La séquence que nous observons montre que le pouvoir ne se maintient plus uniquement par la continuité institutionnelle ou l'appui extérieur. Il est de plus en plus soumis à une évaluation permanente, diffuse, souvent informelle, menée par des sociétés connectées, politisées et moins disposées à différer indéfiniment leurs attentes. Le signal envoyé n'a pas déclenché cette dynamique, il l'a rendue visible.